Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Écran Noir, je m'appelle Lucas pour ceux qui ne le savent pas. Et ce soir, comme chaque année, ça va être la petite tradition, je vais vous présenter mon top film de cette année. Donc les meilleurs films que j'ai vus en 2017 du coup. Alors cette année a vraiment été hyper décevante pour moi, je vous le cache pas. Franchement au cinéma, déjà je suis allé voir que 50-60 films au cinéma, en comptant les films dématérialisés que j'ai pu aller voir sur Netflix. Et là déjà il y en avait très peu qui m'inspiraient. Et en plus dans tous ceux qui m'inspiraient, il y en a vraiment pas beaucoup qui m'ont plu. J'ai eu du mal à faire un top 10. Voilà, alors que l'année dernière c'était vachement plus clair pour moi, c'était évident. Là cette année c'était vraiment compliqué de trouver quel film m'avait vraiment plu et d'élaborer un top 10. Alors du coup face à cette petite déception, j'avais quand même très envie de vous présenter quelques séries qui m'ont énormément plu, qui sont des vrais chefs-d'œuvre. Alors pour moi il y en a deux qui sont vraiment des immanquables, qu'il faut absolument que vous regardiez. Tout d'abord il y a The Leftovers que j'avais commencé l'année dernière. C'est une série dramatique qui est vraiment bouleversante en 3 saisons, donc c'est terminé, j'ai eu le temps de la finir cette année. Vous n'aurez pas à vous taper énormément de saisons. C'est une série dramatique qui parle du deuil. Ça se passe à notre époque, en fait un jour, je crois le 14 octobre, un truc comme ça, il y a 2% de la population qui disparaît de la surface de la Terre. Comme ça, sans explication, et la série du coup se passe 3 ans après cet événement, et ça parle du deuil en fait, comme on accepte la disparition. Moi c'est une des séries qui m'a le plus remué toute ma vie, donc je vous invite vraiment à aller voir The Leftovers, c'est absolument génial. Ça a été écrit par la même personne qui a écrit la série Lost, et on ressent vraiment le même univers, c'est vraiment magnifique et c'est bouleversant. Et la deuxième série que je vous invite vraiment à voir, c'est The Handmaid's Tale. Handmaid's Tale? C'est The Handmaid's... C'est The Handmaid's Tale. C'est adapté du bouquin. En français, c'est La Servante écarlate. Voilà, The Handmaid's Tale. C'est une dystopie. Ça se passe également dans une époque contemporaine. Les êtres humains n'arrivent plus à avoir d'enfants. Le taux de natalité est très faible. Du coup, ce sont des fanatiques religieux qui prennent le pouvoir en Amérique et qui vont asservir les quelques femmes qui peuvent encore avoir des enfants. Voilà, ils vont se faire régulièrement violer dans des cérémonies religieuses pour donner des enfants aux plus riches de la nation. C'est une des séries les plus violentes psychologiquement que j'ai pu voir. C'est hyper dur, franchement. C'est difficile d'enchaîner plusieurs épisodes, mais ce qui est génial avec cette série, c'est qu'on se dit pourquoi pas, vraiment. Si c'était le cas, ça m'étonnerait pas du tout que l'Amérique puritaine vire dans ces extrêmes là. Et c'est même pas vraiment de la science-fiction, parce que ce que subissent les femmes dans cette série, c'est ce qu'elles subissent aujourd'hui, mais de manière légèrement amplifiée. Donc vraiment ça va avoir des échos terribles avec nos sociétés, avec ce que on peut faire subir aux femmes. Donc voilà, c'est une bonne claque dans la gueule. C'est une seule saison, la série est bouclée, donc ça peut se regarder très vite. The Handmaid's Tale, je vais pas y arriver putain. The Handmaid's Tale, voilà, c'est la claque de cette année, je vous invite vraiment à la regarder. Et bah du coup, on va pouvoir se lancer dans mon top 10 des incroyables films que j'ai pu voir cette année. Alors ouais, vous voyez, j'ai toujours mon petit classeur dans lequel je mets toutes mes places de cinéma. Alors ceux qui auraient pu être dans mon top 10 mais qui n'y sont pas parce que ça n'a pas passionné plus que ça, il y a Le Sens de la Fête. C'est les mêmes réalisateurs que ceux qui avaient fait j'allais dire Incassable. Incassable, non, putain, Inséparable, je sais plus, Intouchable. Bref, ils avaient fait ce film là que j'avais pas aimé du tout, bon, un carton plein, hein, mais celui-là j'ai vachement mieux aimé. L'histoire est pas très intéressante, mais c'est drôle, franchement, je me suis vraiment bien poilé, je me suis bien marré. C'est un film choral et tous les personnages sont hyper attachant, vraiment rigolo, l'humour dessus mais vraiment pas mal. Logan n'est pas dans mon top mais il aurait pu y être. Le duo entre lui et la gamine marche vachement bien, marche vraiment bien. J'aime bien cette image très noire des mutants et des X-Men, mais après ça m'a pas passionné plus que ça. Et le dernier film qui aurait pu être dans mon top 10 mais qui n'y est pas, c'est Baby Driver. Alors c'est un bon film mais c'est un peu un film très conceptuel. C'est pas le meilleur de Edgar Wright, mais j'ai quand même passé un bon moment et je trouve qu'il y avait une très bonne bande son. C'est un film playlist iPod, mais il est cool. Moi j'ai passé un bon moment, après ça m'a pas transcendé. Le top 10 des films qui m'ont le plus marqué cette année. Alors en numéro 10, c'est Kong Skull Island. Je vous jure que c'est vrai. J'ai vachement bien aimé ce film. Il y en a certains d'entre vous qui l'ont peut-être vu, qui sont en train de faire des salto-arrière en disant mais ce film est une énorme merde. Oui, mais j'ai pas l'impression moi d'avoir jugé le film en disant c'est une énorme merde. J'ai l'impression que les réalisateurs eux-mêmes m'ont dit regarde, on a fait un film complètement con, mais vous allez vous marrer. Et franchement, je me suis vraiment bien poilé. C'est tellement absurde, ça part tellement dans tous les sens. Il y a une scène avec une bataille où il se passe un katana en se lançant dans les airs et il tranche des chauves-souris géantes. Moi, je hurlais de rire pendant la séance. C'était tellement loufoque et complètement aberrant.
voilà, que moi ça a vachement bien marché sur moi. Je trouve qu'en plus il y a une très belle imagerie, il y a une très belle photographie, avec des très belles couleurs. Des fois il y a des bonnes idées de mise en scène qui sont vraiment drôles. Les monstres sont assez impressionnants et variés, même si j'aurais bien aimé qu'il y en ait encore un petit peu plus. Sauf le monstre de la fin là, qui est une espèce de Godzilla bis. Voilà, ce film est juste là pour vous montrer en fait qu'ils vont faire un film Godzilla King Kong et que ça va se taper sur la gueule assez violemment quoi. Mais moi ça marche, parce que j'ai pas l'impression que c'est un film qui m'a pris pour un con, j'ai l'impression que c'est des gens qui m'ont pris par la main et qui m'ont dit viens avec nous, on va rire ensemble de notre film. Il y a des personnages des fois hyper importants dans l'intrigue qui vont dégager comme ça, d'un coup, voilà, genre bam, il est plus là, il est mort. Et les gens dans la salle étaient vraiment morts de rire. Limite, quand quelqu'un mourait, on était là tous olé. Alors c'est une petite hola. Voilà, ça a marché sur moi et j'étais content de voir ce film. C'est le premier film qui m'a plu cette année. Et voilà, j'assume qu'est-ce qu'il y a, j'ai bien aimé. Voilà. Numéro 9 dans mon top, c'est Monster Call. En français, c'est quelques minutes après minuit. C'est pas un excellent film, c'est un petit peu trop tire-larme. Le film pense que les émotions qu'il dégage suffisent à la qualité du film. Au départ, c'est un petit peu long, voilà. Je pense que si vous forcez pas à rentrer un petit peu dedans, vous n'allez pas aimer ce film, voilà. Moi, j'ai fait un peu ce travail-là. Je me suis dit, bon, allez, essaye vraiment de rentrer à fond dans l'histoire. C'est l'histoire d'un gamin dont la maman est malade et mystérieusement, il y a un arbre qui se transforme en monstre en face de chez lui et qui va lui raconter 3 histoires. Vous voyez, déjà, c'est un petit peu chelou. Mais c'est Liam Neeson qui fait la voix du monstre. Il y a Sigourney Weaver qui joue dedans. Le gamin, je trouve, il marche vachement bien. Et surtout, la fin est magnifique. La fin est magnifique. Moi, je suis très rarement ému au cinéma et là, ça m'a vraiment touché. La fin est très belle. Si vous êtes un peu client de ces films avec beaucoup de sentiments, vous allez adorer. Voilà, ça, je vous le cache pas. En plus, il y a plein de passages animés dans le film qui sont vraiment magnifiques, quoi. J'étais là, waouh, j'étais pas prêt. Ça t'arrive dans la gueule et t'es là, ah ouais, génial, quoi. Et vraiment, ce qui est bien aussi avec le film, c'est qu'on voit pas vraiment où il veut en venir. L'histoire est très mystérieuse, ce qui rend la fin encore plus belle et surprenante. Numéro 8. Ah, c'est mon petit péché mignon de ce top. Je suis un gros fan d'Agatha Christie et je partais pas du tout objectif quand je suis allé voir ce film. Le crime de l'Orient Express, pardon. Le crime de l'Orient Express. Alors c'est un film qui a été fait par Kenneth Branagh, avec Kenneth Branagh dans le rôle d'Hercule Poirot, et il le fait vachement bien. Il imite l'accent belge, mais il le fait super bien, quoi. Il le fait super bien. Ce que j'avais très peur en allant voir ce film, même si j'adore l'histoire de base, le côté un petit peu léché de la réalisation, j'avais l'impression que ça allait être très kitsch. En fait non, c'est très joli. Il y a plein d'effets visuels qui sont très beaux, plein d'effets de mise en scène qui sont vraiment bien foutus et agréables à regarder. Donc moi je suis complètement laissé porter. Je connaissais déjà l'histoire, je connaissais déjà la fin. Moi j'étais gamin quand je l'avais lu, Le crime de l'Orient Express. Honnêtement, c'est les plus gros chocs que vous allez pouvoir avoir en termes de thriller. Il y avait une petite nana avec moi dans la salle qui à la fin elle était pas prête, genre sa mâchoire s'est décrochée. Elle regardait tout le monde comme ça, elle me regardait genre trop choquée. Elle regardait autour d'elle, genre elle y croyait pas, quoi. Et la scène de fin est très belle. Alors c'est un film avec un casting incroyable. Chaque personnage, il y a Willem Dafoe, il y a la nouvelle Daisy Ridley je crois qui joue dans Star Wars. Je sais même plus qui il y a, mais il y a vraiment un casting. Il y a Johnny Depp qui joue le mafieux. Bref, il y a un casting incroyable. Et c'est déjà un peu un remake d'un film qu'ils avaient fait. Ils avaient déjà fait ce film, Le crime de l'Orient Express, avec également un casting incroyable. Je me souviens, il y avait Sean Connery. Tous les personnages étaient incarnés par des acteurs vraiment importants. C'est un film qui était dans les années 60 je crois. Et donc ce film là c'est un petit peu un clin d'œil, un remake à cet ancien film qui a été fait, qui était déjà très bien. Je suis pas du tout objectif quand on parle d'Agatha Christie. J'ai tout lu, ça a été ma passion quand j'étais gamin. Je lisais vraiment pas beaucoup, mais mes grands-parents ils avaient les intégrales d'Agatha Christie et j'avais tout démonté, j'avais tout lu. Donc pas objectif. Je comprends que ça vous parle pas ce genre de film. Moi ça a fait du bien à mon petit cœur. Numéro 7. La Passion Van Gogh. Alors c'est un film qui se veut un hommage à Van Gogh. Ça parle d'un jeune homme qui va aller enquêter sur les circonstances mystérieuses de la mort de Van Gogh. Sauf que c'est pas tout ça qui fait la qualité du film. La qualité du film, c'est que c'est un film qui a été peint à la main. C'est un truc de malade. Je n'ai jamais vu un film comme ça. C'est comme si vous regardiez un film sous LSD. Alors quand je dis que ça a été peint à la main, ça a été peint dans le style Van Gogh. Quand ce sont des peintures qui sont animées à la main, c'est honnêtement une des plus belles animations que j'ai vues de toute ma vie. J'étais sur le cul et quand ça a commencé, j'étais là, mais ce film est un pur chef-d'œuvre. Ce qui le tire un petit peu vers le bas, c'est qu'ensuite, pour des questions de budget, j'imagine des questions techniques, ils ont filmé et ensuite ils ont peint par-dessus le film. Et du coup, ça perd un peu de sa magie de peinture animée. Mais quand vous allez voir les peintures de Van Gogh qui sont animées, ça c'est incroyable, voilà. L'histoire est vraiment intéressante en plus. Les circonstances de la mort de Van Gogh sont vraiment bizarres, donc moi ça m'a pris une période de la vie de ce peintre que je connaissais pas. Et franchement, juste pour la performance technique, c'était obligé que je mette ce film dans mon top parce que c'est vraiment un des plus grands chocs visuels que j'ai pu avoir cette année et même de toute ma vie en animation.
Bravo, La Passion Van Gogh, il y a du boulot, c'est bien fait, et il faudrait qu'on ait plus souvent des films comme ça. Alors, il y a une trilogie de films qui m'a vachement marqué cette année. C'est que des thrillers, c'est 3 thrillers, donc je les ai mis un petit peu à la suite. Je savais pas trop les démarquer les uns des autres. Honnêtement, ils sont tous un petit peu de la même qualité. Ce qui fait la différence, c'est juste des tout petits détails personnels. Le premier de cette trilogie, en numéro 6, c'est Le Caire Confidentiel. Le Caire Confidentiel, ça se passe en Égypte. Bon, sans déconner, bien vu. Bravo, la géographie, il est bon. Alors c'est un thriller, il y a une jeune femme qui est découverte morte dans un hôtel. Mais c'est pas du tout un film à suspense parce qu'on sait tout de suite qui est l'assassin. Mais c'est un film qui va parler de la corruption au sein de la police égyptienne, avec en fond de trame le printemps arabe. Les révolutions qui commencent à se développer. C'est hyper fort, c'est hyper dur. L'acteur, je suis fatigué, désolé, j'ai déjà oublié son nom. J'ai oublié son nom, bah désolé. Mais l'acteur est vraiment incroyable, il a un charisme ce mec. Il porte tout seul le film. Même tous les acteurs secondaires sont vachement bien, hein, mais il y a vraiment du suspense, il y a de la tension, c'est assez dur. J'ai adoré ce film. J'ai envie de dire c'est un petit peu exotique, bah oui, mais ça nous change des thrillers qu'on a l'habitude de voir dans des univers assez occidentaux. Voilà, Le Caire Confidentiel, bah j'ai pas grand chose à vous dire sans vous spoiler, donc allez voir allez vous mater ce film, c'est un excellent thriller. Fares. Voilà, j'ai retrouvé le nom de l'acteur, Fares. Il a un pif, c'est Cyrano le gars. Mais il est trop fort, il joue trop bien, il a un charisme de ouf. J'adore ce mec. En numéro 5, c'est un thriller américain, c'est The Wind River. En français, La Rivière du Vent. C'est un film avec un thriller avec Jeremy Renner qui se passe, je peux en dire une connerie, non, ça se passe en Amérique, dans une région hyper reculée et encastrée dans les neiges, complètement enchâssée dans les montagnes. L'histoire c'est qu'il y a une jeune fille qui est retrouvée morte. Encore une, en plein milieu de la nature, à des dizaines de kilomètres de la moindre habitation, elle est pieds nus. Et du coup, c'est Jeremy Renner qui va devoir, qui est un garde forestier, qui va devoir un petit peu enquêter là-dessus et aider une jeune nana du FBI qui vient essayer de résoudre ce mystère. L'ambiance est vraiment sympa dans ce film. C'est comme Le Caire Confidentiel, il y a une âme qui se dégage de ces films, ils ont vraiment une ambiance particulière. C'est assez angoissant. J'adore cet univers enneigé, ça donne vraiment un charme de ouf à ce film. Et le climax de ce film, est vraiment complètement dingue quoi. C'était, voilà, ça m'a transporté. Après, la fin est peut-être un petit peu... on s'écoute un petit peu parler quoi, voilà, vers la fin du film, mais quand même ça vaut vraiment le coup. Wind River, voilà, c'était une très bonne surprise. Numéro 4, donc le troisième thriller de ce top, et moi c'est mon préféré, Que Dios no perdone. Alors c'est un film espagnol, alors je vous garde complètement le mystère sur qui sont les victimes, pourquoi, quoi que ce soit. En tout cas les deux acteurs principaux sont vraiment excellents, entre le mec hyper un peu macho, la brute épaisse, qui s'énerve hyper rapidement, qui casse des gueules, et l'autre qui a une espèce de mec un peu autiste, un peu demeuré, assez malaisant. Voilà, je trouve que le duo fait vraiment la paire, et surtout c'est hyper bien écrit. Au-delà du thriller en lui-même et de l'enquête, les personnages ont vraiment un développement hyper intéressant, c'est hyper prenant. Bon, la fin est pas incroyable, mais les péripéties sont vraiment palpitantes, assez stressantes par moments, donc voilà. Regardez-le en espagnol bien sûr, mais je pense que ça devrait plaire à tout le monde, ce genre de thriller à suspense. Donc regardez ça, c'est de la qualité, voilà, supérieure. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Nous attaquons désormais mon top 3, les 3 films qui m'ont le plus marqué cette année. Alors, troisième de ce podium, j'ai vu en 2018, parce que j'ai pas eu le temps d'aller voir, il était à la fin de l'année, j'ai vu hier. Et c'est un film, je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre ou que ça m'a passionné, mais c'est un film qui va vous marquer. C'est A Ghost Story. C'est l'histoire d'un fantôme. Alors, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde. Vous allez voir, vous allez regarder les 10 premières minutes du film, il y a des plans qui durent bien 3 minutes. Ensuite, dans le film, le montage évolue vachement, ça s'accélère, c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Il y a plein de rythmes différents dans le film, il y a plein de séquences très différentes. En tout cas, le rythme s'accélère, mais c'est vrai que ces premières minutes vous posent la question à vous en tant que spectateur, est-ce que vous êtes prêt à regarder un film comme ça? Parce que si vous sortez d'un film de Michael Bay où chaque plan dure moins d'une seconde et que vous enchaînez avec A Ghost Story, ça va pas forcément vous plaire. Il y a des mecs... Il y a des mecs qui se sont barrés de la salle en hurlant « Putain, c'est de la merde ce film !» Voilà, donc c'est pour vous montrer que voilà, je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Alors c'est pas un film d'horreur, hein, n'y allez pas du tout en vous disant ça. Il y a très peu de dialogue. Ce qui est rigolo, c'est que Casey Affleck qui joue le fantôme, et ben il passe son film sous un drap déguisé en fantôme. Est-ce que c'est du jeu d'acteur ça? Voilà, mais juste ça c'est intéressant. Et alors la réalisation est hyper surprenante, hyper étonnante, complètement déboussolante. Il y a un plan de 10 minutes sur quelqu'un qui mange une tarte. Voilà. Alors,
ce plan raconte autre chose, mais si vous n'êtes pas prêt à voir un plan de 10 minutes, c'est quelqu'un qui mange une tarte, ne regardez pas ce film. Voilà, c'est pas pour vous. Ça parle de faire son deuil, mais quand on est un fantôme. Ça va être l'histoire d'une vie, mais vue du point de vue d'un fantôme. Ce qui est génial, c'est que la mise en scène, au niveau du montage, au niveau des dialogues, au niveau de l'évolution de la bande son, elle va vous montrer de manière très particulière ce que ressent un fantôme, complètement déconnecté de la temporalité que nous on peut avoir. C'est très bizarre ce que je dis, mais quand vous allez voir le film, ça va vous paraître évident. En tout cas, c'est un très beau film qui dégage beaucoup d'émotions alors que le personnage est un fantôme qui n'a aucune expression. Il y a beaucoup d'effets Kuleshov dans ce film. Vous savez, c'est quand on vous montre un visage complètement neutre, donc pour le coup celui du fantôme, et qu'ensuite on va vous montrer une situation un peu triste ou joyeuse. Et ben sur ce visage complètement neutre, nous spectateurs, on va imaginer la joie qui se dégage dans l'esprit du fantôme, on va s'imaginer la tristesse. C'est un ovni ce film, clairement, c'est un ovni, mais moi ça m'a marqué. J'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir des gens qui prennent des risques, j'ai envie de voir des gens qui tentent des trucs. Quand le film a commencé, j'étais hyper frileux, je me suis dit où est-ce que ça va? Je sais pas si ça va être mon délire, ça a l'air bien perché. Et petit à petit, ça m'a pris. Ça a marché, ça a été fait avec beaucoup d'intelligence et la mise en scène est top. Et les musiques dans le film, toute la bande son, les musiques dans le film sont vraiment excellentes. Donc voilà, Ghost Story, je vous invite vraiment à voir ça si vous n'avez pas peur de prendre des risques et de vous jeter dans le vide. L'atterrissage peut être très agréable comme il peut être un petit peu compliqué. Voilà, je prends les pincettes avec celui-là, mais moi j'ai adoré, donc il est en 3ème position. Numéro 2, il y a très peu de films, je vous l'ai dit, qui m'ont plu cette année, donc j'arrivais un petit peu à la fin de l'année en me disant je vais jamais réussir à faire un top 10, et là... J'y suis allé, mais vraiment en me disant ouais, ça m'intéresse pas trop. J'ai crié, j'ai pleuré toutes larmes de mon corps. Non, quand même pas. Mais j'ai été complètement emporté par cette histoire, c'est Coco. Coco, le dernier Disney Pixar, qui est une pure merveille. Les mecs savent vraiment raconter des histoires. Grosso modo, ça parle de la fête des morts et comment c'est encore une histoire sur le deuil, sur l'acceptation, comment on se souvient de nos anciens, comment on leur rend honneur, comment on les oublie aussi. C'est hyper bien écrit, c'est une très très belle histoire. Tout le monde chialait autour de moi dans la salle à la fin. Vraiment, j'entendais les gens qui se mouchaient. Ouais, donc c'est vraiment que ça a fait son effet, et même moi ça m'a vachement touché. Bon, j'avais un petit peu deviné la fin, mais parce qu'il y a des astuces scénaristiques, au bout d'un moment on a des réflexes, on les connaît, mais quand même l'univers est vraiment magnifique aussi. Tout l'univers des morts, toutes les couleurs sont belles, c'est ouf, visuellement c'est à tomber par terre. Au niveau de l'histoire, c'est une petite pépite. Le seul petit hic de ce film, je trouve, c'est que pour un film qui parle en grande partie de la passion de la musique, les musiques sont pas incroyables, elles sont pas vraiment mémorables. Mais c'est le seul petit détail. Courez voir Coco, quoi, c'est pour tous les âges. C'est ça s'adresse en même temps à des enfants, en même temps à des adultes. C'est hyper mature dans sa manière de parler de sujets compliqués comme la mort. C'est très beau, c'est parfait. Voilà, Coco a complètement mérité la 2ème place de ce podium. C'était top, moi j'étais complètement possédé devant ce film. Voilà, je fais partie de ceux qui ont applaudi à la fin, et ça m'arrive pas souvent d'applaudir pendant un film. J'attends de voir si les gens applaudissent à la fin d'un film, mais si les gens commencent à applaudir, je dis ok, c'est cool, le film a été apprécié, et là je commence à applaudir. Donc là la salle a applaudi, ouais, ce qui est assez rare quand même au cinéma pour le signaler. Et puis tous les personnages sont trop mignons. Maman Coco. Et du coup, mon numéro 1, ça a été mon salut dans cette année. Cette année qui était horrible. J'ai trouvé très très sombre pour le cinéma. Albert Dupontel nous a été envoyé pour réaliser Au revoir là-haut. Ah, merci Albert. Cet homme est le salut du cinéma français. Son film est une pure merveille. Alors c'est très marrant, c'est comme Coco, j'y suis allé sans être totalement enthousiasmé. Et j'ai été complètement emporté. Ce film a une âme, il a une ambiance qui se dégage. Les décors sont magnifiques, les costumes sont magnifiques, il y a des idées, des images, il y a une mélancolie qui se dégage de ce film, il y a une tristesse. Alors c'est drôle, mais c'est drôle parce que c'est bien mis en scène. La mise en scène est drôle, il y a des effets avec des jeux de lumière, des hors-champs, la mise en scène est incroyable, les acteurs sont incroyables, notamment, excusez-moi je vais devoir lire pour prononcer son nom, Nahuel Pérez Biscayart. Voilà, c'est un acteur qui est honnêtement un des plus grands espoirs du cinéma français. Alors moi je l'avais vu dans 120 battements par minute, il a un des rôles principaux, et moi j'avais l'impression à ce moment-là, que cet acteur il jouait un petit peu son rôle, ça m'avait pas trop plu, il m'avait pas trop passionné dans 120 battements par minute, et en fait de le voir jouer un tout autre rôle dans Au revoir là-haut, je me suis rendu compte en fait qu'il avait une palette de jeux mais
mais incroyable et qui pouvait s'adapter. Voilà, c'est un acteur né, ce mec-là. Ce mec-là, c'est un acteur né. C'est sûr qu'il va continuer à être présent dans le cinéma français. Excellente découverte. Je suis ravi d'avoir découvert, de m'être trompé, d'avoir découvert qu'il était excellent avec Au revoir là-haut. Alors, je juge pas le film du tout en tant qu'adaptation parce que j'ai pas lu le bouquin. Je n'ai aucune idée si c'est une bonne adaptation ou pas. Un film est une bonne adaptation si c'est un bon film. Un point, c'est tout. Qui respecte l'œuvre originale ou pas, c'est une bonne adaptation si c'est un bon film. Alors peut-être que les deux n'ont rien à voir, en tout cas ce film m'a transporté au niveau des émotions, du drame, de la comédie. Je ris rarement au cinéma, mais je ris très rarement. Et là je me suis vraiment marré quoi. C'est juste un beau film, voilà. Putain, on n'en demande pas grand chose non plus quoi. Mais Albert Dupontel, c'est une des seules personnes dans le cinéma français qui prend des risques comme ça, qui s'attaque à des histoires complexes, avec des personnages compliqués. Voilà, ça parle de la guerre, ça parle de sujets assez durs quand même. Ça parle des gueules cassées. Voilà, c'est difficile de se parler de film, c'est une vraie expérience, c'est très particulier. Je vous l'ai dit, ce film a une âme, ce film est complètement unique. C'est le chef-d'œuvre de cette année, c'est le film que je mets tout en haut. Et j'espère vraiment que Albert Dupontel va continuer à faire des films aussi incroyables que ça, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce top vous a plu, j'espère que ça va vous faire découvrir des films intéressants, puis même des séries dont je vous ai parlé au début. Je vais poster dans très peu de temps mon flop des pires films que j'ai vus cette année. Et croyez-moi, là il y a du lourd. Là, c'est pas mal non plus. Il y a même de quoi faire un top 20, hein, tellement j'ai été déçu. Donc, on va se marrer. Allez voir mon flop si vous voulez un petit peu rigoler. Et puis, on se revoit très bientôt. Ciao, bye bye.